Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 13 du podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer le sujet des études clients. Lorsqu'on se lance, on nous conseille souvent d'utiliser un questionnaire pour mieux connaître notre cible et ses habitudes. Mais est-ce suffisant? Et ne doit-on le faire qu'à notre lancement? Autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Je suis Marine, consultante RH, talent et compétences, et j'accueille Émilie, notre experte. Et toi? Connais-tu tes compétences phares? Sais-tu les mettre en avant pour te démarquer? En 2024, j'accompagne 100 femmes à reprendre le pouvoir grâce à leurs compétences. Clique sur le lien en description pour nous rejoindre. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va discuter d'un point crucial pour tous les entrepreneurs. Et c'est un point qui est souvent un petit peu mis de côté, soit parce qu'on le connaît pas bien, ou soit parce qu'on le maîtrise pas bien, donc il nous fait un peu peur. Et on le fait passer souvent un petit peu à la trappe, surtout dans nos débuts d'entrepreneurs. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'on aborde ce sujet ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, tu peux commencer par nous dire qui tu es? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je suis Émilie. Ça va faire bientôt 6 ans que j'ai créé mon entreprise. J'en ai vécu des vertes et des pas mûres dans mon business. Donc, la situation d'entrepreneur de la phase de lancement jusqu'à la phase de développement, je la connais bien. Au niveau de qui je suis, alors moi, j'ai un parcours un peu hybride. Donc, je n'ai pas un parcours classique sur la partie marketing, sur la partie voilà, spécifique à mon métier d'aujourd'hui. Je suis partie des lettres, donc vraiment un domaine qui me passionnait au départ. J'adorais écrire. Je me suis dit, OK, je vais faire des lettres. Ça va me faire un bon bagage culturel. Et j'ai commencé un peu à manier ma plume. Ça commençait à m'intéresser. Qu'est-ce qui pourrait être en lien avec l'écriture, que j'aime bien. L'univers de la communication m'intéressait quand même pas mal. Marketing, j'y connaissais absolument rien, mais je me suis dit, bon, communication, marketing, ça a l'air d'être intéressant. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur les écoles ouvert l'univers du marketing et je me suis dit ah mais en fait c'est super riche, c'est super intéressant, ça touche à plein de domaines finalement qui m'intéressent et je me suis dit très bien, je suis contente, je vais pouvoir apprendre un métier qui m'intéresse. Je fais un deuxième master donc là sur un domaine peu connu qui s'appelle la sémiotique. Le concept c'est vraiment tu décortiques un concept, là je l'applique à la communication, tu décortiques un concept, tu identifies tous les éléments de ce concept-là, tu déconstruis et tu reconstruis pour voir ce qui est cohérent, incohérent. Et donc, je m'en suis beaucoup servi, je m'en sers encore aujourd'hui comme outil d'analyse, en fait, pour aider mes clients dans leur discours de communication. Ce master-là m'a amené à intégrer, en fait, un cabinet d'études qualitatif qui, là, était vraiment sur de l'analyse comportementale client, ce qui commençait déjà à m'intéresser depuis quelques temps. J'ai intégré donc ce cabinet, j'ai fait mon stage de 6 mois là-bas, où là j'étais vraiment recrutée comme sémioticienne au départ, analyser des étiquettes de bière, des formes de bouteilles. Là ils utilisent le code du vin. Ah tiens, là ils utilisent tel code ou tel code. Du coup, ça veut dire que en termes de positionnement, et du coup c'était assez rattaché à la partie positionnement de marque qui m'intéresse et qui a vraiment commencé. J'ai commencé un peu à travailler sur ces sujets stratégiques à ce moment-là. Je me suis dit, mais voilà, c'est passionnant, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vibrer. Et puis, j'ai commencé à être formée aussi au métier de chargée d'études. Et donc là, j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets très diversifiés, des marques très diversifiées, donc vraiment super intéressant, des méthodologies d'études aussi un peu complémentaires. Et puis, j'ai commencé à vraiment me former sur le terrain et à me dire, mais c'est passionnant, c'est génial. Voilà, super. Donc, j'ai pris un maximum de compétences, de bagages pour me rendre un peu solide. J'ai fait ça à peu près 3 ans. Tu as fait la liaison entre ce que tu faisais, quand même, on imagine pour des plutôt grosses entreprises, aux entrepreneurs. Et du coup, comment tu définis ton métier aujourd'hui? C'est une rencontre qui a vraiment déclenché tout ça, que en fait ma zone de talent pour mes clients, c'était ma connaissance en fait sur la partie études. Et puis un jour, je rencontre quelqu'un, je vois un webinaire de cette personne et je lui dis, mais je veux juste la contacter pour lui dire que son webinaire est canon, qu'elle m'a dit un truc sur la marque qui m'a porté, et c'est solaire, magnifique et tout. Je lui dis, écoute, il faut que je te le dise, c'est tout. Je veux juste te dire ça, hein, j'ai pas de, c'est tout. Enfin, il y a pas de vis cachée. Elle me dit, mais attends, tu fais quoi, toi? Je dis, ben moi, je fais ça. Elle me fait, mais attends, moi, je sais pas faire ce que tu fais. Moi, j'ai besoin, moi, je fais du branding, je fais du positionnement pour mes clients, mais en fait, mes clients, les 3 quarts du temps, ils connaissent mal leurs clients. Je ne sais pas faire, moi. Je ne sais pas faire des questionnaires, je ne sais pas faire des études, je ne sais pas comment on fait
comment on pose les questions, qu'est-ce qu'il faut qu'on pose comme question pour avoir les informations, etc. Là, aujourd'hui, majoritairement, j'accompagne à 90% de mes clients sont des entrepreneurs. Et en fait, aujourd'hui, mon rôle pour eux, c'est de les aider à devenir incollables sur leur cible, à vraiment connaître leur cible, connaître les personnes à qui ils veulent vendre leurs produits ou leurs services sur le bout des doigts. De les connaître si bien qu'ils vont connaître les mots qu'ils utilisent, leur processus décisionnel, comment ils achètent, quels sont les critères quand ils font appel à un prestataire, comment ça se passe, est-ce que l'offre qu'eux ont imaginée, elle a du potentiel, oui ou non. Et du coup, j'accompagne à différents niveaux, soit je les aide à faire eux-mêmes, là je les aide à créer le questionnaire justement ou le guide en fait de questions à poser à leur cible, clients, prospects, potentiels, etc. Soit je réalise les interviews pour eux parce que j'ai beaucoup de personnes aussi qui trouvent cette phase assez anxiogène. Ils se disent bah oui, c'est nécessaire que je la fasse, mais là je vois vraiment pas par quel bout le prendre. En fait, j'ai peur de ne pas être assez objectif, de pas être assez à l'écoute en fait des personnes que je vais aller questionner. Donc du coup, je le fais pour eux. Mais globalement, la finalité est la même, c'est-à-dire connaître sa cible sur le bout des doigts pour avoir les mots justes pour lui parler, pour pouvoir la toucher, pour que cette cible-là, elle se dise en 5 secondes: «Ah mais cette personne-là, elle peut m'aider. Je comprends ce qu'elle fait, je comprends qu'elle répond à mon besoin, je comprends qu'elle répond à mon problème et j'ai l'impression que je peux lui faire confiance parce qu'elle est experte sur son sujet». Globalement, si je devais résumer un petit peu, voilà comment je définirais un petit peu les choses. Et si il fallait mettre aujourd'hui un nom sur ce métier, comment tu te définis là? Parce qu'on ne peut pas dire chargé d'études. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un métier qui a du sens envers les entrepreneurs. Du coup, ouais, comment tu nommes ton métier aujourd'hui? Alors, effectivement, alors c'est une très bonne question parce que je le nomme pas. C'est-à-dire que j'ai essayé, hein, souvent je dis que je suis spécialisée en ciblage marketing et en proposition de valeur, donc tout ce qui est, message, promesses et cetera. C'est vraiment l'appellation que j'utilise le plus. Et après, consultant, ça va pas. Coach non plus, parce que je suis pas coach. En plus, consultant, ça veut pas dire grand-chose. Donc après, je partais vite dans du jargon qui avait pas de sens. Donc moi, je dis qu'en fait, aujourd'hui, je le dis un peu avec des mots, en fait, je dis plus une phrase qu'un métier. Je dis en fait: «Écoute, moi, je vais, vraiment, t'accompagner, je vais copiloter avec toi ton positionnement, je vais t'aider à connaître ta cible sur le bout des doigts et à trouver les mots justes pour pouvoir la capter, lui parler et convertir en fait pour avoir, pour que cette personne-là, elle passe de, "Je suis intéressée" à "Je te prends une prestation". Si je dis le jargon officiel, mais personne ne va jamais rien comprendre. C'est ça, exactement. T'as l'ambivalence entre la technicité qui fait que bah, tu es experte dans ton domaine, mais que bah, cette expertise aujourd'hui, elle parle pas, les mots sont pas suffisamment vulgarisés pour que ta cible les comprenne. Et en même temps, si on vulgarise trop, on sait plus trop à quoi ça fait référence et ça perd un peu les gens parce que bon, dans la com et le marketing, finalement, il y a énormément de spécialités, énormément de compétences différentes et bah voilà, chacun a un petit peu les siennes. Est-ce que experte en interview client, ça peut être une définition de ton métier? Ah oui, ça peut être une définition de mon métier. Sur une partie de mon métier qui est la majorité de ce que je fais, oui, ça pourrait être moi je dis du coup, interview client, c'est vrai que je l'ai utilisé, c'est intéressant que tu dises ça parce que je l'utilise de temps en temps et c'est vrai que pour Ouais. les gens qui n'ont pas de clients, ça leur parlait moins parce qu'ils se disaient: Mais moi, j'en ai pas, donc du coup, interview client et c'est pour ça que je garde quand même persona qui est un peu technique ou Mmh. cible qui est un peu plus accessible que persona. Mais dans l'idée, oui, bien sûr, en gros, c'est ça, experte en interview client ou et traductrice de je ne sais pas quoi parce que du coup, j'aide à trouver les mots pour pouvoir, formaliser cette proposition de valeur. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent: «Mais je tourne en rond pour savoir comment je peux valoriser mon expertise de manière efficace
Surtout quand j'ai plusieurs expertises, parce qu'encore quand tu es niché sur un sujet, c'est un peu plus simple. Moi j'ai les gens se qualifient eux-mêmes comme ça, ils me font: «Mais moi je suis un mouton à 5 pattes, est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, je galère, c'est compliqué». Il y a toujours un lien, il y a toujours moyen de trouver quelque chose de lisible. Mais moi ce que j'aime à dire aussi aux gens sur la partie cible et ce alors c'est vraiment ma vision à moi, hein, parce qu'il y a Mmh. plusieurs écoles sur le sujet. Pour moi, tu as pas besoin d'avoir une seule cible. Tu as besoin de hiérarchiser tes cibles. C'est vrai que, c'est important d'avoir une cible, un message. Par contre, tu peux très bien avoir 3 niveaux de cibles, ce qui est mon cas, ça me pose pas de problème pour me développer. Par contre, en termes de lisibilité de message et de ce que tu veux faire passer, soit tu trouves un lien entre tes différentes cibles qui viennent quand même finalement avec le même point de douleur, soit tu te dis: «Ben, LinkedIn, je vais aller capter les gens comme ça. Instagram, je vais aller capter les gens comme ça. Dans mon réseau local, je vais plutôt aller, chercher des gens comme ça». Mmh. Et que tu poses des nuances. Mais ça, c'est un vrai point de blocage que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent en se disant: «Mais moi, je peux avoir potentiellement, plusieurs cibles et c'est pas un problème». C'est juste que je veux dire Mmh. ça parce que souvent, on se dit: «Mais attends, oui, plus se nicher en soi, enfin, ça veut pas dire grand-chose franchement». Et sachant qu'en plus, quand on est entrepreneur, même quand on se lance pas d'ailleurs, parce que quand on se lance, oui, c'est encore plus le bazar, mais même moi, après 6 ans, ouais, mais quand tu pivotes, quand tu changes d'offre, quand tu veux changer de cible, bah, tu te reposes toutes ces questions-là et c'est pas, blanc ou noir, en fait, c'est souvent gris. Donc il faut aussi accepter que, bah, ce sera pas parfait et que, on peut être aligné sans que ce soit, tu vois, dans des cases, quoi, surtout. Complètement. Non, et puis pour suivre les évolutions du marché aussi et suivre ses propres évolutions, parce que quand on est bah, dans son quotidien, on apprend des nouvelles compétences, on développe des nouvelles choses, et donc forcément on a envie de faire évoluer nos offres, évoluer nos cibles, évoluer nos marchés. Et donc je pense que c'est important finalement, un peu comme bah, de faire régulièrement des bilans pour savoir où on en est, savoir aussi bah, ce qu'on a appris, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a plus envie de faire, etc. Mais aussi du coup continuer régulièrement d'aller interroger sa cible, ses clients, ses prospects pour voir si on est toujours aligné avec le marché ou si bah, finalement on a un peu évolué en marge, et donc il faut peut-être choisir un nouveau marché, une nouvelle cible pour continuer d'être adapté avec ce qu'on veut. Mais tu soulèves quelque chose de très important, d'ailleurs, c'est, cette, récolte d'informations continue qu'on doit faire, en fait. Parce que, notamment sur le sujet de la cible, déjà partons de nos clients. Partons des gens qu'on rencontre dans nos cafés visio ou dans nos échanges quand on est, en conversation professionnelle. On peut, au détour d'une conversation, on peut aider quelqu'un, on peut identifier une information qui va être importante. On peut, en fait, ce qu'il faut juste, c'est se mettre en mode écoute, de trouver une solution pour centraliser l'information et de se dire que son personnage, de toute façon, on va l'enrichir au fil du temps. Moi, mon personnage, je l'enrichis encore tous les jours et ça fait 6 ans et ça fait 4 ans, vraiment, ouais, 4 ans que je suis vraiment, à fond sur les entrepreneurs et ça change parce que j'ai des nuances, parce que j'accompagne des entrepreneurs qui sont à des niveaux différents, parce qu'il y a toujours des singularités, des particularités, des choses qui sont intéressantes, ne serait-ce que dans les manières de formuler, les perceptions, les caps dans lesquels sont les personnes et puis sur cette partie un peu feedback client, c'est-à-dire que déjà, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui me disent: «Ouais, bah, moi, à peu près, ouais, je vois, ça doit être à peu près ça, ouais, c'est à peu près ce qu'on pense». Mais tu es sûr? Tu es pas sûr? Est-ce que tu mets en place, même si c'est un outil simple comme un questionnaire post-prestation bien fait, quelque chose qui te permette de toi de récolter de l'information aussi, de pouvoir t'améliorer en continu et puis de pouvoir, récolter de la preuve sociale en continu, quoi et en fait, ça, il y a plein de manières de le faire et ça, c'est hyper nourrissant aussi pour bosser son positionnement et vérifier qu'on est toujours bien aligné avec son marché, avec les besoins et avec soi-même. Parce que des fois, on a envie de changer, on se dit: «Bah, non, en fait, ce truc-là, oui, en soi, j'ai des clients, mais à un moment donné, je veux plus le faire». Donc il faut que je vois comment je passe à autre C'est chose ça. et comment j'arrive à pivoter. Clairement. Alors, par rapport à tout ce que tu nous as dit jusqu'à présent, moi, j'ai relevé plusieurs finalement formes que peut prendre une interview client, en tout cas d'aller chercher de l'information auprès de ses prospects, de ses personas, de ses clients, peu importe qui. Je veux bien qu'on refasse un petit peu la liste avec toi pour que justement les personnes qui nous écoutent puissent avoir une vision claire des différentes possibilités qu'elles ont.
et que justement elles se sentent pas coincées en disant bah j'ai peur de faire un entretien en physique ou en visio parce que je les connais pas encore bien, ou alors ah bah je suis coincée, je peux faire que des questionnaires et moi à l'intérieur des questionnaires j'arrive pas à récupérer ce que je veux. Donc juste voilà, leur donner un espèce de panel de tout ce qui est, ils ont accès à tout ça, tout ce qui est possible, et donc chacun pourra trouver un petit peu l'équilibre dont il a besoin au milieu de ça. La première question à se poser, déjà, au niveau au niveau des potentiels pour aller questionner sa cible, c'est à quoi ma cible va être la plus réceptive? C'est-à-dire que, il y a des gens, le questionnaire, ça va être adapté parce que c'est compliqué d'aller générer un entretien. Le questionnaire peut être une clé d'entrée pour aller ensuite, générer un entretien et avoir une conversation. En fait, il faut évaluer un peu le dosage, déjà, l'outil avec lequel on est le plus à l'aise. Bien prendre conscience qu'effectivement, tu l'as souligné un petit peu, mais entre un questionnaire et une conversation qu'on va avoir avec quelqu'un, on va pas creuser de la même manière, on va pas avoir le même type d'informations, on va pas structurer nos questions de la même façon. Donc c'est pas adapté pour répondre aux mêmes objectifs finalement. Moi j'aime bien dire que le questionnaire est ce que j'appelle le guide d'interview, mais c'est vraiment la conversation avec toutes les questions qu'on a, qu'on peut centraliser sur un document qui prend la forme qu'on veut, hein, où on se dit ok très bien, là j'ai toutes les questions ouvertes que je veux vraiment poser, parce que la principale différence aussi, c'est que sur un questionnaire, on va être beaucoup sur des questions fermées, c'est-à-dire, oh bah, OK, moi je coche ce qui me semble le plus correspondre à ma situation. On peut mettre quelques questions ouvertes parce que moi j'aime bien faire un quanti-quali mélangé, mais globalement c'est ça. Et après, on va avoir du quali, c'est-à-dire vraiment, je pose un maximum de questions ouvertes sur, OK, moi ce qui m'intéresse, là je vais pouvoir creuser les pratiques, les besoins, etc. Donc pour moi, elles sont assez complémentaires, ces deux façons de faire, parce que le qualitatif, comme son nom l'indique, on va pouvoir le faire déjà beaucoup plus facilement parce que des synergies avec des gens, on en a quasiment tous les jours en fait. Il faut juste créer les opportunités aussi. Si je prends mon exemple, moi je suis beaucoup sur LinkedIn, j'ai beaucoup de mes clients qui viennent de là. J'ai mon contenu qui peut du coup être interpellant pour eux et leur susciter leur intérêt, et donc ça peut m'aider à déclencher une conversation. Ça peut être aussi, moi j'envoie des messages aussi pour comprendre, OK, voilà, j'ai vu que tu avais commenté ça ou que tu avais abordé tel sujet, qu'est-ce que tu en penses? Donc de vraiment faire ce travail un peu d'investigation, de connaissance, et d'aller rencontrer un maximum de personnes aussi, et plus on en rencontrera, plus on sera à l'aise. Parole de timide. Au départ, c'est compliqué, et en fait après, quand on a l'habitude, ça devient un réflexe, et franchement, on le fait sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est un peu mon conseil. C'est aussi au quotidien, il faut se dire: «OK, j'envoie, 5 ou 10 messages, je rencontre 5, je sais pas, j'essaie de rencontrer 5 personnes par semaine», j'en sais rien. On se donne le quota qu'on veut par rapport à ce qu'on veut faire, ses objectifs, son activité, sa personnalité. Mais d'essayer de se dire, moi j'ai fait pas mal ça aussi au début, les clubs d'entreprise en local, OK, j'y vais, je vais voir des gens, je vais en conversation avec eux, j'essaie de voir s'il y a des gens qui peuvent être dans ma cible. D'ailleurs, dans ma cible finale, mais aussi des pairs. Ça peut être aussi intéressant d'échanger avec des gens qui font un métier comme le nôtre, pour dire: «OK, toi tu fais comment? Tu accompagnes quel type de client? Comment tu procèdes? Comment tu fais?» Parce qu'il y a plein de manières de travailler. Donc ça déjà, je pense que c'est aussi intéressant. Ça fait partie pour moi aussi de l'étude. Donc je dirais ouais, les interactions, les messages classiques, les contenus, qu'on peut avoir sur les réseaux, les rendez-vous en physique dans les clubs, les conversations avec, justement cette partie un peu guide, le questionnaire, qu'on peut faire aussi en parallèle, mais pour moi le questionnaire, il est vraiment en complément d'une démarche globale. Faire qu'un questionnaire, c'est pas viable pour moi parce que, bon déjà il y a des taux de retour qui sont pas fous quand même, on doit se le dire, parce que, on reçoit aussi tous beaucoup de questionnaires, et que, Mm. faut vraiment bien le structurer déjà, et puis, ça suffit pas. Vous aurez jamais de toute façon autant d'informations qu'en échangeant avec quelqu'un. Donc je pense que ça, c'est aussi un réflexe qu'on doit avoir. Donc c'est à peu près globalement moi ce que je verrais comme un peu, champ des Mais possibles. si je comprends bien, en tout cas, ce que tu me dis, c'est qu'on n'est pas obligé de formaliser une interaction à l'oral comme étant un entretien client qui va durer 30, 45 minutes où on va poser 1000 questions. Ça peut être tout simplement trois questions un peu ciblées qu'on a en tête
et qu'on pose de manière un peu aléatoire quand on rencontre quelqu'un. Donc lui, il se rend pas du tout compte qu'on vient de faire un entretien client, mais nous, on a récupéré du contenu hyper utile derrière pour avancer, soit sur une nouvelle offre, soit sur un positionnement, soit sur même des idées de contenu pour les réseaux sociaux. En fait, toutes ces informations qu'on récupère, elles nous sont utiles à un moment donné. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Tu vas avoir le format interview un peu formalisé qui va être intéressant, dans une forme de, «Ah, est-ce que vous seriez intéressé, pour qu'on échange sur un petit moment?» Et puis moi, pour vous remercier de votre temps, je vous offre un audit, un coaching, quelque chose en fait Ouais. pour essayer de vous aider sur un sujet. Donc ça peut être aussi une forme, un peu comme les fameux rendez-vous Calendly où on peut réserver des créneaux de 30 minutes. Moi, j'en ai aussi et j'ai rencontré tout à l'heure quelqu'un. J'ai dit, OK, c'est quoi ta problématique? C'est quoi ton problème? Comment je peux essayer de t'aider déjà sur ce temps court-là? Et moi, ça me permet de connaître les problématiques de ma cible, de montrer mon expertise, de donner quelque chose, d'être utile. Donc ça, c'est une bonne manière aussi de voir l'adéquation entre la valeur perçue de son expertise, le bénéfice qu'on peut apporter aussi aux gens dans un temps très court pour que on puisse montrer son expertise. Et puis après, comme tu dis, c'est typiquement, tu vas à un cocktail ou tu vas en rendez-vous, même en soirée. Moi, ça m'est arrivé. Tu es là, ah ouais, et du coup, comment tu fais ce truc-là? Ah ok, très bien. Et en fait, la clé vraiment, c'est la relance. C'est-à-dire, Ouais. il y a les questions qu'on pose et il y a surtout de bien rebondir sur ce que les gens vont nous dire. Parce qu'on a tendance à faire quelque chose, mais c'est un biais qu'on a, hein, c'est de se dire que on interprète en fait. On se dit, ah alors, il m'a dit que c'était ça, donc ça veut dire que. Mais en fait, on n'est Mm. pas là pour interpréter, on est là pour comprendre et être sûr qu'on comprend de manière objective. Donc, si vous vous posez à un moment donné à un moment donné la question, ouais, je pense que, vous êtes sûrement pas dans la bonne direction. Si vous dites: «Oui, quand il m'a dit ça, c'est parce que ça, ci et ça», là, vous avez compris, vous avez assez creusé et donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que moi, j'ai pu faire l'erreur aussi au départ, hein, quand j'ai fait mes premiers entretiens en cabinet, je me suis dit: «Oui, oui, bah, du coup, elle m'a dit ça», elle me fait: «Et du coup, elle t'a dit ça pourquoi?» Je fais: «Bah, écoute, je pense que enfin, d'après ce que j'ai ressenti», elle m'a dit ça, elle fait: «Non, mais on n'est pas là dans du ressenti. Si elle te l'a pas formalisé, si tu as pas vraiment compris, on peut pas, nous, être en mesure d'être sûrs que quand elle a dit ça, elle a voulu dire ça». Donc ça, c'est Ouais. hyper important d'avoir ce réflexe de bien creuser de: «Ah et du coup, quand tu me dis ça, est-ce que tu peux m'en dire plus? Pourquoi tu me dis, ce genre de choses? Pourquoi ça t'évoque ça? Qu'est-ce que tu mets derrière?» Pour être sûr de bien comprendre, être toujours dans de la question ouverte et de pas être sur du, «Ah oui, OK, je comprends, c'est comme, machin» et de partir dans de l'interprétation, de le ramener à nous parce qu'en fait, finalement, on peut parfois s'éloigner, du fondamental, quoi. Ouais, complètement. Alors là qu'on a compris un peu comment bien commencer, comment se lancer, etc. Est-ce qu'à contrario, tu peux nous dire quelle est l'erreur à surtout pas commettre et grosso modo que tu rencontres quand même de manière très fréquente, donc qu'on serait très susceptible de faire si on s'y mettait? J'en vois plusieurs, mais je crois qu'une de celles que je vois le plus, c'est de Ouais. créer ses supports de com avant d'avoir bossé son positionnement. Je pense que Mhm. celle-là, elle est quand même assez courante. J'ai pu aussi, moi, me faire avoir un peu au départ en me disant: «Ouais, mais attends, si j'ai pas, un logo, un site, ça va pas faire sérieux». Ouais. Et surtout, ce qui fait pas sérieux, c'est si sur votre site, ça fait pas professionnel ou que je comprends pas ce que vous faites ou que c'est flou, je suis dans le brouillard. Moi, j'ai vu des fois des sites et même j'ai des gens qui viennent me voir, je dis: «Mais je suis désolée, je comprends pas ce que tu fais. Concrètement, tu fais quoi? C'est quoi ouais, je viens pourquoi? Imagine, je suis un client, je viens pour quel résultat?» Parce qu'en fait, cette partie-là n'a pas été travaillée. Donc moi, c'est vraiment la la plus grosse erreur que je vois et ce qui, moi, c'est très personnel, mais ça me met un peu en rage, mais en fait, même les personnes qui les ont accompagnés au départ, en fait, ce truc-là, si c'est pas travaillé, je vois pas comment on peut travailler aussi efficacement pour faire un site, tu vois? Ça veut dire, bah, OK, tu pas bossé ton positionnement, tes clients, tu sais pas trop qui c'est. Bon allez, bah, écoute, je vais Trop quand même te débrouillé. faire un site et puis ce sera super, tu vas voir, c'est beau, machin. Ouais, non, mais en fait, c'est pas ça le fondamental. C'est est-ce que mon positionnement, il est clair, il est efficace et je m'adresse aux bonnes personnes avec le bon message? Enfin, c'est quand même ça la base et je pense que ça,
c'est un truc qu'on a tous fait, qui est compliqué aussi parce qu'effectivement, il y a ce truc de se dire: «Ouais, mais attends, je peux pas me lancer comme ça sans rien». C'est-à-dire, j'ai pas de support. Je dis pas qu'il faut pas avoir de support, hein, mais je dis qu'avant d'investir peut-être dans un beau site, c'est important Mmh. d'avoir un beau site et je pense que je suis convaincue aussi que ça fait partie de c'est un outil très important dans la visibilité. Mais peut-être aujourd'hui, il y a des outils gratuits qu'on peut utiliser comme, System.io, Notion ou autres outils, que moi j'ai découvert tardivement que quand je me suis lancée, soit c'était pas assez démocratisé, soit on n'en parlait pas ou tout ça donc moi je suis partie vraiment en plus j'avais essayé de faire mon site moi-même. Alors autant te dire que ça c'est pareil, c'est la pire erreur à faire. Je suis tombée dedans, je me suis dit: «Ouais allez c'est bon, je me débrouille». J'ai passé un temps mais monstrueux pour un résultat nul. Donc ça aussi et en fait, vaut mieux, une page simple, mais qui est claire avec, voilà, OK, il y a votre parcours, ce que vous faites, quelque chose de très clair, simple, qui vous coûte pas non plus trop cher en fonction de l'investissement. Parce que c'est quand même un investissement pour un résultat où on se dit: «Bah mince, j'investis dedans» et moi j'ai eu des gens qui m'ont dit: «Mais j'ai les boules quoi, parce que j'ai investi et j'ai pas de résultat». Mais en fait, c'est pas vraiment enfin, c'est pas de la faute, enfin, c'est pas de la faute de personne, mais je veux dire, ça me paraît évident, mais parce que je suis dans le sujet. Tu vois, pour moi, c'est un peu plus évident, mais de se dire: «Mais il faut poser à plat tout ton positionnement, en fait». Il faut savoir, est-ce que tu sais qui tu cibles? Est-ce que tu sais comment tu te différencies? Est-ce que tu sais, où tu vas, en fait? Et d'avancer dans le flou, forcément, nos actions, elles sont floues aussi. Donc on n'a pas d'impact et c'est un peu dommage et ça, je pense que c'est vraiment, ouais, je dirais franchement que c'est la plus grosse erreur, la plus commune en tout cas que je Ouais. vois, de créer ses supports de com avant d'avoir bossé son positionnement et sa cible, quoi. Mais c'est finalement, assez drôle parce que, ben, tous les épisodes, de cette saison, ils ont un petit peu la même conclusion quand on parle des erreurs, de et cetera. C'est se lancer sans stratégie, peu importe le domaine duquel on est en train de parler, et ça ne fonctionne jamais. Il faut vraiment se dire stratégiquement, voilà, par quoi je commence, quel est mon objectif, où est-ce que je vais? Et ensuite, vraiment réfléchir à tout ce qui nous entoure comme des outils qui vont venir au service de cette stratégie ou pas. Et si ou pas, eh ben c'est pas grave. Cet outil-là, on l'utilisera plus tard, ou peut-être même qu'on l'utilisera jamais. Il y a des personnes qui clairement réussissent très bien à vivre de leur activité au quotidien sans site internet, parce qu'ils ont considéré que c'était un outil qui aujourd'hui ne servait pas à leur stratégie, et donc ils l'ont mis de côté. De la même façon, Notion, dans notre organisation, ça peut être un super outil, comme ça peut être un vrai boulet à notre pied, si on l'a pas pensé comme un outil au service de notre stratégie. Et ça, c'est vraiment une conclusion qu'on peut faire sur quasiment tous les sujets de la saison. Sans stratégie, ça marchera pas. Ah non, On mais a c'est beau y clair. mettre tout notre cœur, on n'y Mais arrivera non, pas. mais c'est sûr, mais c'est pas ça marche pas, mais c'est évident. Alors, parfois, tu as besoin d'expérimenter, tu as besoin de tester des trucs et de te rendre compte que ça marche pas. Heu, Mm. Là, tu peux aller rencontrer des gens, essayer de vendre une offre, t'adresser à la mauvaise cible et te rendre compte que ça marche pas et parce que tu essayes, parce que tu vas sur le terrain et cetera. Ça, c'est des choses, tu peux pas tout anticiper. Mais en tout cas, dans les étapes à suivre, tu te dis: «Ben, en fait, avant que j'investisse dans quoi que ce soit, il faut déjà que je sois claire dans ce Mm. que je fais, pour qui, comment». Ça paraît la base, mais en fait, souvent, moi, je me rends compte que, il y a des gens, bah, la majorité des entrepreneurs, ça va être, que je croise en tout cas qui rencontrent ce blocage-là, c'est: «J'ai une expertise, de toute façon, je vais la vendre, il y a un public pour ça, donc j'y vais». Mais en fait, ils font pas l'inverse, c'est-à-dire que tu as une cible, d'accord, tu réponds majoritairement à quel besoin et comment tu vas aller les chercher. En fait, Mm. j'ai une expertise, je suis coach en développement personnel, bah oui, voilà, ça suffit, je suis certifiée de la haute école de je sais pas quoi et du coup, c'est bon, ça va le faire, je vais faire mon site, je vais vendre. Mais non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Sachant Heu, que nous n'avons rien contre les coachs en développement non, non, personnel. non. Non, 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 pas du tout. Non, non, non et aucun coach n'a été maltraité, en 6 ans d'expérience, je vous le garantis. Mais par contre, je dis ça parce que c'était une personne en particulier qui en fait rencontrait ce problème-là et elle disait: «Mais tu vois, j'ai investi dedans et ça marche pas». Je fais: «Mais je pense que ça marche pas parce que tu peux pas simplement dire ça». Tu peux pas Mm. simplement. C'est quoi qui fait la différence
entre, toi et un autre coach en développement personnel? C'est quoi qui fait, ta différence? C'est quoi? C'est ta méthode? C'est ton expérience? C'est, les types de personnes avec qui tu as travaillé? C'est, les résultats que tu amènes? C'est les outils avec lesquels tu travailles? Ouais. Il y a plein de manières de se différencier. Il faut identifier laquelle et laquelle va parler le plus aussi à ta cible. Parce que c'est pareil, tu vois? Moi, j'ai eu aussi un peu le défaut au départ en me disant: «Ouais, je vais accompagner, tous les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs qui se lancent». Ouais, mais en fait, les entrepreneurs qui se lancent, bah, ils sont comme moi au départ, c'est-à-dire que, beh, moi, j'ai besoin de me faire accompagner, mais j'ai pas d'argent, c'est compliqué. Donc j'ai fait: «OK, bah, moi, je vais continuer à les accompagner, à les aider» parce que moi, ça fait vraiment partie de ce qui m'anime aussi. J'ai dit: «Bah, tant pis, je vais aller cibler des entrepreneurs qui sont peut-être un peu plus avancés». Des fois, ça fait juste 6 mois, hein, mais des entrepreneurs qui se disent ou alors qui se disent dès le départ: «Je veux investir» ou qui se disent: «Bon, voilà, là, je bloque» et de continuer à être utile pour des entrepreneurs qui se lancent en disant: «OK, vas-y, écoute, là, on prend 30 minutes, je vais essayer de te donner un maximum de conseils». Je suis coprésidente d'une couveuse d'entrepreneurs à côté pour justement donner du temps et me dire: «OK, voilà, je vais vous transmettre tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait comme erreur, tout ce que, j'ai appris, tout ce que je vous conseille de faire. Après, voilà, je peux pas donner plus, que ce que je peux pas donner plus, mais en tout cas, moi, je me dis déjà si j'arrive à donner un maximum d'outils, à générer des déclics, à essayer déjà de pouvoir éveiller des choses ou de partager des choses que tu peux avoir que sur le terrain parce que c'est qu'un autre entrepreneur qui pourra te partager ça. Si tu l'auras pas dans les bouquins, tu l'auras pas dans les livres de marketing et tu l'auras pas dans, X formation, qui va te dire que, de toute façon après la formation, tu réussiras à vendre 10 000 € par mois. En fait, moi, je vais t'apprendre ce que je sais et c'est juste mon humble expérience, mais je n'ai expérimenté pas mal de trucs, donc je peux déjà te dire que ça, je te le conseille pas. Ça, par contre, j'ai mis du temps à essayer et ça marche bien. C'est bête, mais c'est, et puis c'est surtout, je pense aussi et c'est très dur de le faire, hein, mais d'un moment donné, se dire qu'il y aura pas une méthode magique de toute façon pour notre problème. Ouais, c'est ça. Que, à un moment donné, il faut se faire confiance. Il faut, prendre des conseils, mais ne pas les appliquer, sans raison et sans Pas sens derrière. forcément. Ouais. Et il faut vraiment aussi, se faire confiance, essayer un maximum de s'ouvrir à un maximum de types de personnes aussi, d'accepter de se remettre en question. Mais de surtout se dire que: «OK, ben oui, d'accord, je vois», c'est un problème d'ailleurs un peu avec les réseaux, hein, c'est, «Tiens, je vois, j'arrête pas de voir passer, cette information, cette formation super, ce bootcamp de folie» et puis après, tu te dis que, du coup, hem, c'est pas forcément adapté, c'est pas forcément ça répond pas forcément à ton besoin et que, C'est ça. tu te retrouves bloqué, quoi. Donc je pense que c'est vraiment tout ça qu'il faut essayer ouais, qu'il faut essayer faut essayer de relativiser et faut essayer de prendre conscience que voilà, il y a pas une méthode et qu'il faut aussi savoir se dire: «Bah, écoute, je fais à ma sauce et puis je verrai, quoi». Ouais, ouais, complètement. On arrive à la fin de notre échange et il nous reste là quelques minutes pour ma dernière question, celle que je préfère évidemment. Le meilleur conseil que tu peux nous donner. Ah, c'est trop dur en plus à chaque fois, moi je suis bien bavarde, j'essaie d'en mettre en plus, en en parallèle quand je parle. Juste Meilleur un. conseil, un conseil. Mmh. Alors un conseil, sur, l'entrepreneuriat ou un conseil, sur le ciblage? Sur le ciblage. Sur le ciblage. Hem, le meilleur conseil, c'est de ne pas avoir peur de solliciter les gens. De vraiment pas Mmh. avoir peur de solliciter les gens, d'y aller, même un message si vous êtes un peu timide, vous envoyez des messages, vous voyez, vous testez, vous essayez de rencontrer un maximum de personnes. Il y a que comme ça que vous aurez des déclics, que vous aurez des réponses et pour moi, c'est le meilleur conseil, c'est, aller sur le terrain. Super. Eh ben, un grand merci à toi d'être venu à mon micro aujourd'hui pour parler de ce sujet vraiment hyper intéressant et hyper impactant. Je pense que vraiment on gagnerait à passer plus de temps au contact
justement de nos clients, de nos prospects pour mieux les comprendre et mieux nous adapter à eux. Donc merci beaucoup. Bah, Et merci puis beaucoup, on se dit à Marine. bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.